Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Depuis le Covid, la transformation numérique est devenue un passage obligé pour nombre d'associations, pour maintenir le lien avec les bénéficiaires, mais aussi entre membres, les services et plateformes numériques apparaissent comme la solution. Pourtant, l'adoption de solutions numériques n'a rien d'anodin. Perte d'expertise due à une mauvaise maîtrise des outils déployés, réorganisation des services, redéfinition des missions et des rôles de chacune et chacun, réagencement des relations sociales, les bouleversements que peut causer l'arrivée du numérique dans une structure sont rarement anticipés. Comment ne pas subir sa transformation et faire du numérique une opportunité de repenser collectivement son organisation ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 17e épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf et la métropole de Lyon. Pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui Arnaud, président de l'association Mine de Rien, association d'éducation populaire basée à Carcado, Vannes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de Imadeddine Hassani, chargé de mission numérique au mouvement associatif, qui a produit récemment un état des lieux sur les pratiques numériques des associations. On a hâte d'en savoir plus. Bonjour Imad. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut Karl. Et cet épisode de Questions d'Asso est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Asso sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer, SoundCloud et Peertube, puisqu'on essaie de faire cet effort libriste. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de celui-ci. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et nous retrouvons elle pour l'édito. Merci beaucoup Karl. Alors, ça fait longtemps qu'on nous demande de faire un épisode sur le numérique. Et pour être plus précis, la demande vient plutôt de structures nationales qui accompagnent les associations. Avant d'être soutenu par la Maïf, c'était même une condition qu'on s'est vu opposer de manière assez récurrente par les potentiels financeurs et partenaires qu'on est allé rencontrer. On vous soutient si et seulement si dans votre podcast vous parlez de la transfo numérique des assos. Je pense que maintenant on peut le dire, on était assez gênés. D'ailleurs, c'est une condition qu'on a systématiquement refusée. On ne voulait pas se restreindre à cette seule question qui nous semblait bien réductrice par rapport à l'ensemble des enjeux que pouvaient connaître les assos. Et cette injonction qu'on se voyait imposer nous semblait faire écho à l'injonction que les associations ont de se moderniser, de passer au numérique. Je me souviens d'une association de librairies indépendantes qui nous avait confié qu'une collectivité leur avait annoncé qu'elle allait retirer sa subvention si l'association n'innovait pas. La subvention en question permettait à l'association d'assurer la maintenance d'une plateforme de mutualisation des stocks de librairies, des librairies qui étaient membres. Concrètement, le retrait de la subvention pouvait signifier l'arrêt de la plateforme. Pourtant, l'association estimait ne pas avoir besoin de nouveaux services sur cette plateforme et l'innovation proposée par la collectivité, qui était un service de paiement en ligne, était tout simplement inacceptable pour l'association. Pour les librairies membres, l'ajout d'un service de paiement en ligne, ça se traduisait dans la vraie vie par la création de 2 files d'attente dans les librairies, les personnes qui ont payé et qui viennent juste retirer leurs livres, et les autres. Voire la création d'un poste entièrement consacré à la gestion du retrait des commandes payées, poste bien éloigné du métier de libraire qui repose sur le conseil, l'accompagnement des clients qui déambulent dans la librairie, etc. Cette transformation métier, on la retrouve souvent lors de l'introduction d'une nouvelle technologie, d'un nouveau service ou d'une nouvelle plateforme. Mais le plus souvent, ce sont des transformations subies. La technologie est introduite et ensuite c'est aux équipes, aux bénéficiaires de s'adapter, sans que l'organisation ne soit vraiment repensée. Ce qui peut provoquer, à plus ou moins court terme, des injonctions contradictoires. Ce qui est fait ne correspond plus aux attentes, à la vision que les personnes ont d'un travail bien fait ou de qualité, et in fine de la souffrance. Alors, comment est-ce qu'on inverse la tendance ? Grande question. Dans la lignée des travaux sur la démocratisation des choix technologiques, c'est-à-dire l'ouverture des débats et des prises de décision liées aux sciences et aux techniques
à des publics dits de non-experts. Donc les publics non-experts, c'est des citoyens, des collectifs organisés, etc. L'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, met en place un certain nombre d'expérimentations en faveur de ce qu'ils appellent le dialogue technologique. Alors le dialogue technologique, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est l'organisation de discussions collectives autour de l'introduction de technologies ou de services numériques dans une organisation. Ces discussions peuvent prendre place dans les IRP, donc les instances représentatives du personnel, pour les structures qui ont plus de 10 salariés, donc quand même des grosses structures parmi le monde associatif. D'ailleurs, dans ce cadre, un expert extérieur peut être sollicité pour évaluer les grands projets technologiques, dits les projets de transformation, et en identifier les risques socio-organisationnels. Mais elles peuvent aussi avoir lieu entre groupes professionnels de structures différentes. Et par exemple, aujourd'hui, la numérisation des services publics donne lieu à beaucoup de groupes de travail et de groupes de réflexion pour repenser les référentiels métiers, la création de formations ad hoc, etc. Au niveau européen, l'IA Act est aussi l'occasion de mobiliser les syndicats sur la régulation de ces nouvelles technologies. Dans les petites organisations de moins de 10 salariés, c'est nettement plus compliqué. Rien n'est envisagé légalement et les structures ont souvent peu de poids et aussi peu de financement, on va sûrement y revenir dans l'épisode, pour définir leur propre cahier des charges en fonction des besoins exprimés sur le terrain. La gestion quotidienne prend le pas sur les discussions stratégiques, les équipes sont peu mobilisées d'ailleurs dans ces discussions, et si l'obtention de nouveaux services il y a, ça va souvent être dans l'urgence, de manière non anticipée, avec les services les plus visibles et les moins chers. D'ailleurs, on doit bien vous avouer quelque chose avec Karl, alors qu'on a des assos qui sont très critiques sur la manière dont sont aujourd'hui conçus les services numériques, on doit vous avouer qu'on n'échappe pas à ces choix faits par facilité et dans l'urgence. On dépend encore de services propriétaires, pour ne pas citer les grands méchants. Et je me souviens d'un tableur qu'on a fait, en tout cas au Mouton Numérique, pendant le Covid, sur les technologies de surveillance qui fleurissaient. On a commencé sur un Google Sheet, par facilité. On est vite passé sur d'autres services en ligne qui étaient plus libres. Et je vous avoue qu'on a dû en essayer 4, 5 différents. Et même pour les plus robustes, on avait des lignes qui sautaient. On avait une membre qui, chaque jour, repassait toutes les lignes une à une pour vérifier qu'il n'y en avait pas qui avaient sauté, qui enregistraient. Enfin bref, c'était un boulot démentiel, surtout quand on est tous bénévoles et qu'il n'y a pas de salariés dans l'histoire. Sans compter tous les framapads et les framaformes qu'on a perdus, ça nous a donné quand même quelques petites sueurs froides. Bref, discuter collectivement de ce que font les technologies au travail, ce n'est pas simple, ça demande des organisations, des accompagnements spécifiques, partir du travail réel et de l'activité réelle pour définir ses besoins en termes d'outils numériques, c'est pas simple non plus, et trouver les outils correspondants, ça l'est encore moins. Tout ça pour dire qu'on est très heureux de recevoir Arnaud et Imad aujourd'hui pour donner quelques billes et permettre aux assos qui nous écoutent de prendre un peu de hauteur sur ces sujets qui peuvent vite paraître très techniques. Et donc on est très heureux donc, de recevoir notamment Arnaud pour nous raconter aujourd'hui la mue de l'association, la mue numérique de l'association Mine de Rien. Et donc on te propose, comme à toutes les associations qui viennent à notre micro, de commencer par la carte d'identité, c'est-à-dire les 3 questions que l'on pose à toutes les associations. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Et bien alors, Arnaud, est-ce que tu peux nous décrire l'activité de l'association Mine de Rien ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? Mine de Rien est une association d'éducation populaire d'une petite taille, puisque en fait il y a 2 salariés et entre 30 et 40 bénévoles, qui est focalisée sur un quartier prioritaire de la ville, QPV. On parle de cité ou de quartier sensible. C'est vrai qu'il est sensible, mais comme beaucoup d'autres quartiers d'ailleurs. Alors, nous avons 2 champs d'activité. On a le champ qui est orienté lien social et un autre champ qui est orienté parentalité. Et donc, les activités, c'est principalement du collectif, c'est-à-dire c'est à base d'ateliers d'échange. Alors, ça peut être un atelier d'échange sur le tricot, la couture, ça peut être des moments, des groupes de parole, par exemple un groupe de parole de mamans, d'ados. Il y a d'autres groupes de parole où ça peut être des mamans, d'ados
de langues maternelles différentes, donc de l'interculturel. Il y a du théâtre-forum orienté sur la relation à l'intérieur de la famille. Il y a des sorties culturelles, il y a une bateau-cadeau, en fait il y a une quarantaine d'activités. Cette association a 17 ans et je n'en suis pas le président, j'en suis le co-président. Et c'est la nuance, je pense, qu'on abordera à un moment donné. Ouais. Cette question de, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'en termes d'organisation, il y a eu du changement? Bah, oui, je pense que c'est un des thèmes qu'on abordera tout à l'heure. Oui. Autre chose que je voulais dire par rapport à cette structure dans laquelle je suis engagé depuis maintenant 10 ans, okay, pas forcément tout le temps en tant que président d'ailleurs. Je voulais dire que cette orientation éducation populaire nous a permis, entre nous, d'avoir des moments de réflexion de comment on fonctionne et quel est le sens en fait de notre engagement. Et c'est aussi, je pense, quelque chose qu'on retrouvera au cours de notre échange, parce que cette question de est-ce qu'on prend du temps pour échanger sur le sens, eh ben, on l'a aussi abordé dans le cadre de l'évolution de notre fonctionnement. Dernière chose que je voulais dire, le quartier dans lequel nous sommes, c'est pas un quartier qui explose comme certains quartiers de Marseille où tout de suite on a des représentations de c'est l'enfer. En fait, c'est vrai que c'est des barres d'immeubles dont certains apparts sont pas toujours, par exemple, en termes d'isolation, quelquefois, c'est pas terrible. Bon. Mais en fait, c'est pas la zone. C'est une cité, mais c'est pas la zone. Et alors, donc ça, c'est ce que vous faites, effectivement. Peut-être avant d'en arriver à comment est-ce que vous êtes organisé, est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que vous êtes financé? C'est quoi votre budget? De quels éléments il est composé? Alors, ça, c'est une question intéressante parce que quand on parle de budget, c'est très pertinent de se dire, est-ce que j'inclus dans mon budget la partie de la valorisation des heures de bénévolat? Ah oui, ça c'est sûr. On a fait un épisode d'ailleurs dessus. On vous renvoie à cet épisode. Comptablement, si on ne compte pas le bénévolat, on a un budget aux alentours de 65 000 euros. 2 postes de travail. Il y en a un qui est financé sous la forme d'un poste adulte relais. Donc, en fait, c'est un poste de médiation sociale, très classique. Okay. Et l'autre poste, c'est un poste de conseillère numérique. Donc, également financé par des subventions. Les subventions représentent, sur les 65 000, ça représente 60 000. Oui, en fait, la partie d'autofinancement, c'est un petit peu de dons, principalement les kilomètres qui ne sont pas remboursés, okay, et c'est la participation des personnes dans les activités. En fait, nous ne vendons pas de services à l'extérieur, puisque nous négocions avec la ville, l'État, le département, la CAF, nous négocions le fait que nous rendons un service. Pour l'instant, ce service est reconnu, donc on a des subventions. Bon. Les 5 000 sont donc en partie ce que payent les participants. Par exemple, quand on organise un séjour de vacances dans un centre de vacances au bord de la mer, les participants, ils payent quelque chose. Ils payent beaucoup moins que le prix de revient, parce qu'on est subventionné, mais ils payent quelque chose. Il y a un principe de don contre don. Alors le financement, il n'est pas forcément
important. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, en fonction des ressources de la personne. Petite remarque d'ailleurs, nous n'avons pas de cotisation obligatoire. La personne, elle peut venir une fois ou 10 fois ou tous les jours et on ne va jamais lui demander obligatoirement de payer financièrement quelque chose. Et pour finir, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, l'organisation, en fait, on a évolué petit à petit et on a cherché à mettre en place un principe de pyramide inversée. C'est-à-dire, en fait, on s'est dit, mais dans une structure qui veut faire du soutien, qui veut faire on va dire de l'aide, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot, il y a quand même aussi une partie quand les participants ils font des choses quasiment gratuitement, c'est quand même une façon de les aider. C'est pas bon. On s'est posé la question de dire, mais qui est au centre? Qui est au centre au sens de décision? Est-ce que c'est... on va utiliser un peu d'éléments de langage. Hein. Est-ce que c'est la gouvernance? Hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est le président, le bureau, etc., qui décide de ce qu'on va faire? Et on s'est dit à un moment donné, mais non, les experts, en fait, des besoins, c'est les habitants du quartier. C'est pas les militants associatifs. Et donc, depuis longtemps, on a dit, par exemple, on a une structure qu'on appelle le comité terrain, qui est en fait un rassemblement d'une dizaine, douzaine, quinzaine de personnes, non formelles, ce n'est pas toujours les mêmes, qui viennent une fois par mois ou tous les 2 mois, dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils n'apprécient pas, ce qu'ils voudraient faire. C'est donc pas un conseil d'administration, ça. Puisque c'est quand même... les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Hein. Ils sont libres, en fait, de rentrer dans ce groupe. Mais bien sûr, on a quand même un conseil d'administration d'une douzaine de personnes et on souhaite 2 choses. On souhaite la première chose, c'est qu'il y ait des habitants du quartier qui soient au conseil d'administration. OK. Et on souhaite que ce conseil d'administration ne soit pas que un élément d'administration, mais aussi que les gens du conseil d'administration soient partie prenante dans les activités elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distance, en fait, entre des entités un petit peu au-dessus de la réalité. Et d'autres qui seraient opérationnels. Ouais. Ce qui peut être le cas quand on a des structures où il y a beaucoup de salariés et où on a un conseil d'administration qui finalement n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Et du coup, parce que tout à l'heure, là, tu nous disais que, du coup, si j'entends bien, les habitants qui viennent dans votre lieu et qui bénéficient des activités que vous menez ne sont pas forcément membres de l'association. Est-ce que pour faire partie du comité de terrain dont tu parlais, oui. En revanche, il faut être membre officiel de l'association? Alors ça, c'est un terrain qui est intéressant et qu'on va, je pense, réaborder au cours c'est la question de la liberté que l'on donne à quelqu'un d'appartenir ou de ne pas appartenir de façon, on va dire, administrative. Alors moi je vais l'utiliser avec mes mots, de façon un petit peu, j'allais dire, technocratique. T'as signé ou t'as pas signé? Est-ce que je pousse quelqu'un à prendre des responsabilités, à développer sa maturité, en l'obligeant à signer quelque chose? Pas forcément. Le pousser à prendre des responsabilités, c'est intéressant. Est-ce que c'est en signant quelque chose? Quelqu'un, par exemple, qui a une compréhension de la langue, pas forcément parce qu'il est étranger, hein, il peut être français de souche, etc., mais qui n'a pas une compréhension de la langue et de l'écriture et de la lecture
aussi fluide que toi, Yael, tu es obligé de lui faire signer un papier dans lequel il y a des trucs qu'il ne va pas comprendre. C'est ambigu, en fait. On respecte l'interlocuteur, mais en même temps, on lui demande de rentrer dans nos propres cases. Donc, c'est pour ça qu'il y a une liberté qui peut poser problème en termes d'organisation, parce que du coup, c'est un peu je viens pas, etc. C'est vrai. Et peut-être, juste pour finir après sur cette partie, et on rentrera dans le cœur de la thématique d'aujourd'hui, mais tu disais aussi tout à l'heure que vous faisiez de la valorisation du bénévolat. Oui. Et je crois que tu ne nous as pas donné Le montant de cette valorisation. Donc peut-être déjà, donc qu'est-ce que ça représente et s'il y a cette liberté auquel vous tenez, comment est-ce que vous comment est-ce que vous comptabilisez du coup ces heures de bénévolat ou de travail ou d'activité au sein de la structure? Le bénévolat a légèrement baissé, mais pas trop, avec le Covid. Avant le Covid, le bénévolat, c'était de l'ordre de 100 000 euros. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que soit à l'époque, 100 000 euros, on n'avait pas le poste de conseiller numérique, donc on avait un budget qui était de 40 000. 40 000 en comptabilité, on va dire, classique, 100 000 en bénévolat, on voit tout de suite l'impact. C'est 3 ETP en fait. Exactement. Et c'est une des négos qu'on a avec la puissance publique. C'est de dire, une asso qui fonctionne avec du bénévolat, c'est en fait du fric gagné. Mais oui, c'est ça. Par la collectivité. Alors, c'est sûr qu'en même temps, on comprend que l'asso qui fonctionne comme ça cherche une certaine indépendance. En fait, une interdépendance. On le valorise au SMIC et certains postes par exemple, trésorier, hein, certains postes d'intervenants. Quand on fait intervenir un sophrologue, on le valorise, c'est SMIC plus 20%. Ah oui, donc en fait, donc c'est bien en dessous de la réalité. Oui, donc en fait c'est beaucoup plus que 3 équivalents temps plein, c'est plutôt 5-6 équivalents temps plein. Si on devait maintenant basculer avec que du salariat ou du paiement d'intervenants comme un expert comptable, etc., effectivement, tu as raison, Karl, ça serait plus 5-6 postes. Ouais. Merci beaucoup Arnaud pour ce premier aperçu de mine de rien. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est que tu nous racontes un peu comment s'est passée la période du Covid pour vous. Parce qu'en plus, là, de ce que tu nous as dit, quand même, la structure, enfin, la mine de rien, repose sur le lien social en plus un quartier un peu sensible, comme tu nous l'as dit. Donc, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu le confinement? Alors, on a une caractéristique, nous, sur Vannes, le Morbihan, c'est qu'on a été en confinement 15 jours avant tout le monde. Parce qu'il y a eu des clusters. Et très concrètement, ça se passe de la façon suivante. C'est qu'un dimanche, il y a un arrêté préfectoral. Je vais exagérer, donc excusez-moi, je vais être un peu provoque, mais qui nous dit stop, vous arrêtez, c'est terminé. Plus d'échanges physiques, plus de réunions. Et avec le confinement, vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc, vous pouvez imaginer ce que un ordre, on est quand même des démocrates légitimistes, ça fout les boules, mais un arrêté préfectoral, il faut quand même en tenir compte. Donc, du jour au lendemain, on ferme le local. À l'époque, il n'y avait qu'une salariée, elle reste chez elle. Les bénévoles restent chez eux. Et il y a un écriteau sur le local en disant suite confinement, on sait pas, enfin, je ne me souviens plus exactement quelle est l'adresse, mais la formulation, mais c'est pour l'instant, il ne se passe rien. Et vous pouvez imaginer ce que
cette rupture quasiment instantanée de la relation peut faire sur à la fois les habitants qui, pour un certain nombre, disaient « mais mine de rien, c'est un peu comme notre famille », donc on vient dire bonjour et prendre le café 3 fois par semaine, ou on participe à telle et telle activité, hop, on n'a plus le droit. Okay. Et pareil pour la trentaine de bénévoles. C'est tout d'un coup, on réalise qu'il nous manque quelque chose. Et quelque chose qui est finalement fondamental, qui nous paraissait naturel. Hein, on va serrer la main, on va dire toi ça va et moi ça va, etc. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Bon, et clac, tout d'un coup, le vide. Et donc vous passez au numérique. Et alors, Tout de suite. tu es trop rapide, mais en fait, c'est quand même un peu ça aussi. C'est quand même un peu ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on a... Je ne devrais pas le dire, mais on n'a pas complètement respecté. On peut le dire, il y a prescription, c'est Oui, ça? c'est vrai. Par exemple, on a une activité d'accompagnement des parents à l'aide aux devoirs. C'est-à-dire, on n'accompagne pas les enfants, on accompagne les parents. Donc dans cette activité, les parents viennent avec leurs enfants et on voit comment les parents peuvent prendre en main petit à petit cette activité. Bon, et bien très concrètement, il y a 3 bénévoles qui sont allés chez les gens faire cet accompagnement. Parce que je ne vous raconte pas, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous allez très vite comprendre que pendant le confinement, avec les applis des parents qui n'ont pas d'ordi et qui doivent suivre les demandes des instituts qui font leur boulot, hein, et qui disent bah, moi il faut quand même que je continue à instruire les élèves. Donc là effectivement on s'est déplacé chez les parents. Et comment vous avez pris cette décision? C'est parce qu'il y avait du coup des habitants qui vous ont demandé, ou c'est les salariés qui ont... Enfin, les bénévoles, pardon, qui ont... Alors, je ne me souviens plus précisément, mais il me semble qu'à un moment donné, il y a une maman qui est venue. En fait, comme nous, on a des locaux dans le quartier, c'était quand même relativement facile à un moment donné de sortir de sa tour et d'aller à 40-50 mètres au local, hein, et puis de voir. Et comme la salariée, à un moment donné, venait parce qu'il y a eu tout un travail de la salariée et de 2 bénévoles de rester en contact téléphonique avec les gens. On a pris les bases de données, puis on téléphonait, bonjour, ça va, comment ça va, alors qu'est-ce que tu deviens, etc., mais ton gamin, etc. Et à un moment donné, donc on a continué à avoir du lien, et il y a une maman qui est venue et qui s'est un petit peu effondrée en disant, mais moi, j'arrive pas, quoi, j'arrive pas à remplir mon devoir de mère. C'est intéressant de voir que nous, on a beaucoup de familles monoparentales, qui est quand même une formule un peu élément de langage pour dire des mamans seules. Hein. C'est ça, hein. Famille monoparentale, là, dans 9 cas sur 10, c'est des mères. Hein. Bon. Elles ont une volonté extrême d'éduquer et d'éduquer leurs enfants. Donc l'école, c'est très très important pour elles. Et donc, quand y en a une qui est venue pour dire j'y arrive pas, on s'est dit non, là il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ce moment du confinement est un coup de poing que nous recevons, nous, militants associatifs, mais pareil pour les habitants. Hein. Bon. Et alors ça, c'est intéressant, et je reviens à ce que tu disais, Karl, c'est du coup, on se dit, on ne peut pas continuer comme ça. Quels sont les moyens qu'on a? Et un des premiers moyens qu'on a, c'est de dire, est-ce qu'on peut échanger autrement que physiquement?
Et que par téléphone, parce que tu disais que c'est ce que vous faisiez. Alors, par téléphone avec les habitants, ok, mais nous, on s'est dit, entre nous, militants, associatifs, comment on s'organise? Et c'est là qu'est arrivé, quelles sont les solutions qui existent de visio, quoi. Et là, on a commencé à utiliser de la visio. Et donc, précisément, vous commencez la visio, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut revenir avec toi, Imad, sur la question d'expert, et donc savoir qu'est-ce qui s'est passé pour les associations au moment du Covid, et depuis le Covid, en termes de pratiques de transformation numérique. Tu as précisément mené une étude avec le mouvement associatif sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les constats que vous avez menés sur ce sujet, et si finalement la situation vécue par Mine de Rien est partagée par les associations que vous avez suivies? Oui, tout à fait. Tu fais référence à l'étude qui s'intitule « La place du numérique dans le projet associatif ». C'est une étude triennale qui est menée par Recherche et Solidarité et Solidatech et qui est également coportée sur l'édition 2022 par le mouvement associatif dans le cadre du centre de ressources DLA. Mais ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu à la fin quand on parlera des solutions d'accompagnement. Cette étude, elle interroge les pratiques du numérique au sein des associations sur leurs difficultés et leurs besoins en la matière. En 2022, pour sa 4e édition, on a interrogé 2800 responsables associatifs, ce qui permet d'avoir une base de données assez représentative pour comprendre les enjeux de la transition numérique des associations en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur taille et aussi de leur implantation géographique. Ceci étant dit, l'un des premiers enseignements de la dernière édition en 2022, ça a été effectivement le fait que la crise Covid a été un accélérateur des pratiques numériques au sein des associations. Assez intuitivement, on aurait pu arriver à ce constat-là parce qu'on a, je pense, tous ces souvenirs d'apéro pour garder du lien avec la famille ou les amis. Pour les associations, ça a été pareil. Pour beaucoup, on a cherché à garder du lien avec les membres, que ce soit des adhérents, des bénévoles, des bénéficiaires ou des administrateurs. Et pour les associations employeuses, elles se sont retrouvées à devoir gérer leur activité à distance, donc transformer des réunions qui avant étaient en présentiel, les faire basculer en visio, et partager des documents de travail, sécuriser de la donnée. Donc pour tous ces outils, pour tous ces usages, les outils numériques ont été fortement plébiscités à ce moment-là. En termes de chiffres, l'étude nous apprend qu'en gros, c'est 26% des associations qui ont été interrogées ont vu leurs pratiques s'accélérer avec le numérique et 19% des associations qui se sont lancées à cette occasion. Donc déjà, on peut se dire que forcément, c'est quelque chose d'assez remarquable, quoi. Donc 30% des associations, la prise de décision a été elles trouvent que la prise de décision a été facilitée par justement le numérique. Et pour revenir un petit peu au témoignage d'Arnaud, on remarque bien ça, c'est-à-dire que c'est la nécessité de garder du lien avec les bénéficiaires de l'asso qui fait qu'on va aller vers les solutions numériques sur différents axes, soit de la visioconférence, soit de la gestion d'activité. Et précisément, quels sont finalement les enjeux qu'identifient les associations aujourd'hui dans ce domaine du numérique? Est-ce que le libre est quelque chose qu'elles essayent d'explorer, ou en fait finalement les GAFAM restent dominants? Est-ce qu'il y a un financement de la transformation numérique qui est aisé, qui s'opère, ou pas du tout? Est-ce que les outils collaboratifs sont quelque chose qui est développé? En fait, de manière assez surprenante, malgré l'accélération de la pratique des usages numériques après la crise Covid, les objectifs pour lesquels les associations vont utiliser des outils numériques restent à peu près les mêmes sur les 3 premiers objectifs. Le premier objectif, c'est communiquer sur ces actions et donner de la visibilité. Donc pour ça, 74% des associations identifient le numérique comme une manière de rendre visible leur action auprès de l'extérieur. Ensuite, en deuxième point, c'est l'objectif d'améliorer l'animation du réseau et des parties prenantes de l'association. Donc là, c'est plutôt un objectif de communication interne, où là, c'est 70% des associations qui identifient le numérique pour ça. Et en troisième lieu, c'est sur la gestion de l'association, dont on parlait tout à l'heure de partage de documents et d'organisation de visio. Et
c'est que le quatrième objectif, par contre, ce qu'on peut dire, voilà, c'est ça, c'est le fait de travailler plus facilement ensemble. Ça, c'est un quatrième objectif qui a pris 11%, enfin entre 2019 et 2022, il y a plus 11% d'associations qui utilisent le numérique pour travailler plus efficacement entre eux. Est-ce que ça sous-entend que finalement, en fait, elles considèrent ces associations que le numérique est facilitateur dans leur travail du quotidien? Enfin, est-ce que c'est comme ça que tu l'interprètes? Pour une grande part, oui, le numérique a été, notamment depuis 2019, quelque chose qui leur a permis de garder du lien. Et ça se reflète aussi dans les outils qui sont utilisés. 71% des associations ont un site internet ou une présence sur les réseaux sociaux. Ensuite, 59% des associations utilisent un outil de visioconférence, qui soit libre ou un outil propriétaire. Et 43% des associations utilisent des outils pour partager et stocker de la donnée. C'est quand même quelque chose qui, en gros, est en constante augmentation, même depuis 2016. Finalement, tu parlais tout à l'heure du libre. Le libre reste dans le milieu associatif quelque chose d'assez constant parce que c'est un coût d'entrée relativement faible, même un coût financier relativement faible, et même il y a une compatibilité éthique avec certains projets associatifs qui est non négligeable. Par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis 2016, cette part d'utilisation des logiciels libres reste stable, elle stagne autour de 40%. Alors, vous évoquiez ça en introduction, c'est peut-être, est-ce que la compatibilité avec les logiciels qui sont utilisés par les autres partenaires, c'est également une formation, également des bénévoles à l'utilisation de certains de ces outils libres, ce qui fait qu'on arrive globalement, enfin l'utilisation des logiciels libres vient illustrer les 4 difficultés principales qu'ont les associations. Et c'est l'humain en premier lieu, la technique, le financier et le stratégique. Donc pour venir un petit peu, peut-être pour définir un peu plus, la difficulté humaine, c'est lever les appréhensions que certaines personnes peuvent avoir avec le numérique, c'est leur trouver des compétences, les faire monter en compétences par de la formation. Ça, 48% des associations qui ont des pratiques numériques sont confrontées à ces difficultés. Sur la technique, c'est par exemple le fait d'avoir des outils cohérents, disposer d'une bonne connexion. Ça, 34% des associations qui rencontrent des difficultés sur les outils numériques identifient cette difficulté-là. Et on parlait tout à l'heure de financement, il y a une problématique de financement également parce que 30% des associations disent avoir du mal à s'équiper, à former leurs salariés, donc trouver des fonds pour les faire monter en compétences. Et en dernier lieu, c'est la difficulté, on va dire, stratégique qui est là, comment rendre compatibles les outils numériques développés au service du projet de l'association. En 2022, cette difficulté a été identifiée dans 24% des cas, qui est la difficulté qui a le plus augmenté parce que justement, il y a eu cette prise en considération de peut-être qu'avant, on n'était pas très spécialisé dans le numérique et qu'aujourd'hui, on voit un enjeu un peu plus présent de s'investir et de rendre cohérents les outils numériques avec la stratégie de l'association. Je renforce ce que tu dis, Imad, par exemple, sur l'aspect du libre. On a eu des discussions à l'intérieur de l'asso entre ceux qui disaient, puisqu'on est en train de changer, mettons directement en œuvre des outils éthiques, ouverts, libres, etc. Ça, c'est les intellos. Et on le prend pour nous. mais ce que je peux comprendre, parce que j'en faisais partie. Bienvenue au club. Et à un moment donné, on s'est dit, mais les plus porteurs, au niveau du groupe de bénévoles, de la gouvernance, donc des militants, les plus porteurs de l'appropriation de nouveaux outils numériques, on va dire les plus ouverts à la transition numérique, c'était 2 personnes qui, eux, utilisaient déjà des logiciels, on va dire quoi, pas ouverts, propriétaires. Et donc on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on utilise l'énergie de ces 2 personnes pour former le reste, pour montrer? Et on s'est dit, peut-être. C'est peut-être eux aussi, à l'intérieur, qui vont nous pousser,
qui vont nous forcer, c'est beaucoup dire, mais parce que eux, ils vont mettre les mains dans le cambouis dès le début, puisqu'ils les ont déjà dans le cambouis chez eux. Et donc, il y a eu un choix à un moment donné. Bon, moi, ça m'a un peu déchiré le cœur, mais ok, et ben, par souci de rapidité, de mise en œuvre et d'efficacité, on a utilisé des outils que certains utilisaient déjà. Plutôt que de tous recommencer à zéro sur Exactement. des outils que personne ne connaît. Voilà, exactement. Et l'intervenant, parce que je pense qu'il y a à souligner que pour notre association, le fait d'avoir des intervenants extérieurs compétents, ça a été indispensable. Sans eux, on serait toujours en train de merdouiller. Alors peut-être avant que tu nous racontes un peu cette transition et surtout l'accompagnement que vous avez eu, moi j'avais juste une question pour toi, Imad, parce que là du coup tu nous as dit qu'il y avait un nombre quand même important d'associations qui soit ont accéléré leur développement ou leur utilisation d'outils numériques et genre quasiment 20% qui s'y sont carrément mis pour la première fois. Et je me disais, est-ce que vous avez observé que ces outils numériques se superposent avec en fait les pratiques plus anciennes et traditionnelles qui finalement restent, ou est-ce qu'en fait elles les remplacent? Et si je te demande ça, c'est parce que j'ai eu un témoignage d'un centre social qui finalement a vécu un peu ce que tu as vécu, Arnaud, enfin ce que tu décris à Bagnolet. Et alors lui, ce qu'il nous disait, c'est que d'un côté, en fait, il y avait aussi les personnes et les habitants qu'ils accompagnaient qui clairement, eux aussi, ont évolué et ont bougé pendant la période du Covid et ont commencé à avoir des adresses mail qu'ils n'avaient pas du tout avant et du coup qu'ils étaient preneurs avec, d'avoir des listes de diffusion, de recevoir les mails et d'être informés, d'être sur ces canaux d'information. Mais qu'en revanche, ils se sont très très vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas supprimer le papier. Et du coup, finalement, ça double la charge de travail plutôt que de la simplifier. Enfin, voilà, donc je voulais savoir si c'était des choses que vous aviez réussi à capter dans votre enquête. C'est quelque chose qu'on a pu identifier à travers, en analysant les transitions numériques par secteur d'activité. Parce qu'il y a des associations qui, par la nature de leur activité, ne pouvaient pas se lancer dans le tout numérique et de fait, le numérique n'est pas venu remplacer certaines pratiques associatives, mais est venu peut-être les appuyer, en faciliter l'organisation et alléger parfois la vie des salariés ou des bénévoles. Mais donc si ta question, si je récapitule, c'était est-ce que c'est venu renforcer certaines pratiques ou c'est venu parfois les remplacer? D'une activité à l'autre, d'un secteur d'activité à un autre, ça pourrait changer. Une association sportive, par exemple, aura du mal à faire en sorte que le numérique vienne remplacer son activité parce que tout se fédère autour de la compétition, peut-être des entraînements et des rencontres. Mais sur une gestion d'activité, le numérique est venu plutôt faciliter, voire créer des passerelles qu'il n'y avait pas, d'organiser des formations à un public qui est plus large parce qu'on peut avoir des formats un peu plus hybrides. Donc, et réponse un peu de Normand, ça dépend. Ça dépend du secteur, ça dépend de la taille de la structure. Et pour ça, on aime bien creuser au fur et à mesure en fonction de chaque association qui veut se lancer dans un projet de transition numérique, de se dire, en fonction de comment vous allez, en fonction de ce que vous faites et qui vous êtes déjà, un projet de transition numérique sera le vôtre et il n'y en a pas. Et il est unique à chaque association. Merci Imad. Et du coup, je vois que Arnaud voulait réagir. Imad a raison de dire ça dépend. Je vais donner un exemple. Nous, on avait l'habitude de distribuer des flyers par un système qui s'appelle Argent de Poche. En fait, c'est des jeunes qui sont payés pour distribuer ces flyers dans les tours d'immeubles. Bon, ils ont d'ailleurs d'autres activités, ils ne font pas que distribuer des flyers. Bon. Au moment du Covid, ça s'est arrêté. De fait. Et on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire des flyers? C'est-à-dire un document papier. Eh bien oui, on a continué à le faire.
Alors, vous me direz, mais alors à quoi ils ont servi ces flyers, etc. En fait, nous avons assez rapidement conçu et renforcé toutes les activités dites HLM. Vous allez dire, attends, lui, il est en train de dire... HLM, c'est hors les murs. En fait, une des interdictions, c'était le nombre de personnes dans une pièce fermée. Donc on a dit... Sortons des pièces. Exactement. En fait, on parle de menace-opportunité. On s'est dit, si on se change les neurones, on trouve une solution. C'est de sortir. Donc en fait, c'est plus les jeunes qui distribuaient des flyers dans les boîtes aux lettres, c'était le groupe de bénévoles, de salariés ou d'intervenants extérieurs qui organisaient des animations à l'extérieur, qui rencontraient des gens et qui, éventuellement pour certaines personnes, donnaient un papier. Mais Imad a raison de dire aussi, au même moment, on s'est dit, ok, le téléphone, ça bouffe quand même du temps, il faut qu'on augmente notre communication par mail. Et effectivement, on a vu des gens relativement peu. Ça a explosé après le Covid. Dire, il me faudrait une boîte aux lettres. Une adresse mail, tu veux dire? Oui. Oui, une boîte mail. Tu parlais de flyer, donc... Ah d'accord, excusez-moi. Oui. Tu parles bien de la version numérique. Oui. D'accord, oui, une boîte mail. Il me faut une adresse mail. Et donc, ce moment de bouleversement, effectivement, à un moment donné, a été aussi un moment où il y avait double travail. C'est vrai. Mais de toi à moi, Imad, pour un certain nombre de personnes, ils n'avaient pas l'impression d'être en double travail. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient. Enfin, là, je parle des militants. Effectivement, en termes de présence, dès que le confinement a été un petit peu élargi, alors là aussi, je dois dire quelque chose, c'est que nous avons considéré, nous, que nous avions un devoir des tâches à remplir en termes d'aide. Et dans le confinement, il y avait une case... Dans le formulaire. Dans le formulaire. Qu'on remplissait nous-mêmes. Ok, et là, on l'a énormément rempli. Et l'autorisation de sortir. L'autorisation de sortir. Ok. Et, pour être très honnête, on ne nous a jamais tapé sur les doigts. Mais aussi, ça c'est intéressant. Là, on parle du Covid. On a négocié avec ce cadre, ces interdictions. Et on s'est aperçu que quand on négociait des marges de liberté, ça permettait aussi de rendre les gens responsables en termes de gestes barrières. Quand vous interdisez tout, on a un problème après de résistance par rapport à « zut, on nous interdit tout, donc on ne fait plus rien ». On a envie de faire des choses. Donc on va avoir tendance à quoi? À sortir du cadre. Quelque part, on va dire à désobéir. Pour beaucoup de personnes, la question de l'obéissance et de la désobéissance, je veux dire, c'est compliqué. Hein, surtout quand on travaille sur la parentalité. Et donc, en fait, pour résumer, cette question de donner des marges de liberté, elle permet aussi de prendre comment dire, conscience de certaines choses et donc de rendre responsable. Et de remettre les gens en position d'acteur. Exactement. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport au numérique. C'est que je pense qu'on a été facilité, et on reviendra tout à l'heure sur le fait qu'on a eu des intervenants extérieurs, et on a aussi été facilité parce que on s'était posé la question de la communication. Je rebondis sur ce que disait Imad tout à l'heure, en termes de... Mais est-ce qu'on communique je parle de ça bien avant le Covid, c'est-à-dire 2 ans. Finalement, est-ce qu'on continue à communiquer exactement comme avant?
Et là, il y a eu une discussion au niveau du CA, parce que dans le CA, il y a quand même beaucoup de gens qui sont retraités, comme moi. Et donc, moi, je sais ce que c'est qu'un timbre. Et donc, c'est posé. On a commencé à se poser des questions avant le Covid. On n'a pas répondu, mais on a commencé à se poser des questions. Donc, c'est comme s'il y avait une maturation qui était en train de se faire. Et une autre source, c'est qu'on a eu, la possibilité d'avoir 6 étudiants de l'IUT, section informatique, qui sont venus en stage chez nous, une fois par semaine pendant 6 mois. Et eux, ils nous ont un petit peu cassé la tête. Gentiment. Mais ils nous ont fait comprendre qu'il y avait autre chose. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de multiples sources qui facilitent qu'à un moment donné, on s'engage, quoi, on avance et on met en place. Bah, ça fait, je pense, assez bien le lien justement avec la prochaine partie pour que tu nous racontes un peu cette transformation numérique. Et du coup, là, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, déjà avant le Covid, vous avez eu des sortes de petits pics extérieurs, donc là avec ces étudiants par exemple. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur comment vous en êtes venu à intégrer donc le programme Transfo Asso. Alors je crois qu'il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on va dire l'expérimentation qu'a menée le mouvement associatif breton. Enfin voilà, est-ce que tu peux un peu nous raconter ça? Parce que tu t'es arrêté tout à l'heure avec le Covid est arrivé et on a mis en place des instruments de visio. Oui. Donc ça, c'était avant l'expérimentation. Et à peu près au même moment, je ne me souviens plus très précisément, mais on est contacté par le pôle E2S du Morbihan, E2S Économie sociale et solidaire, qui dit on a un programme de transformation numérique. Et moi, parmi d'autres, je fais enfin, pas motivé, quoi. Et puis, finalement, on en parle en visio, hein, on zoom, comme on dit. Et il y en a d'autres qui disent c'est quand même peut-être intéressant de voir ce qu'ils proposent. Parce qu'on est quand même en train de galérer aujourd'hui. Et très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on a dit ok, on veut bien voir, mais en fait c'était un petit peu, on n'est pas très motivé, mais on veut bien goûter. Et ce qui a fait qu'on est rentré dans le système, c'est la pertinence de l'intervenant. Très concrètement, sa pertinence a été de dire je ne viens pas mettre la révolution. En fait, je ne viens pas changer votre assaut. Et ça a été un soulagement pour certaines personnes qui, petite parenthèse, comme moi, avaient vécu des transformations numériques dans le monde professionnel, pas toujours très faciles. Hein. Même quelquefois galère. Où on vous impose quelque chose qui supprime, où vous avez l'impression qu'on supprime votre autonomie, hein, votre marge de décision. Et ça, c'est des empreintes qui restent. Hein. Bon. Et donc, il a eu l'habileté de partir sur, en fait, quels sont vos besoins, vous, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Et vous voudriez améliorer quoi? Et finalement, on est tous rentrés dans... on voudrait que ça nous prenne moins de temps, on voudrait avoir plus de visibilité extérieure, on voudrait par exemple que certaines informations soient partagées, mais pas forcément oralement, écrites aussi. Parce que c'est bien de faire blablabla, mais bon. Et en fait, on est en train de rédiger un cahier des charges qui est pile poil un cahier des charges pertinent pour la transformation numérique. Mais on ne parle pas de transformation numérique.
Ah non, on parle de quels sont vos besoins et comment vous voulez améliorer votre fonctionnement. Et par exemple, sur cette question de la communication, est-ce que la communication numérique, enfin, comment est-ce que vous l'avez mise en place, cette communication numérique? Parce que dans le cadre de l'activité de ton association, Oui, vous êtes focalisé sur un quartier. oui. Est-ce qu'une communication en ligne est finalement plus efficace? Est-ce que tu as un retour d'expérience sur l'efficacité de la communication que vous avez mise en place? Deux niveaux. Il y a le niveau interne et le niveau externe. Le niveau interne, il y a eu c'est peut-être un point qu'on abordera après, il y a eu un travail sur quels sont les besoins personnels des gens. Je prends un exemple. Toi, Karl, quand tu vas à une réunion, tu veux avoir un compte-rendu de la réunion précédente? Ouais, enfin, ça c'est un peu classique, mais bon, le compte-rendu, tout le monde s'en fout parce que personne ne le lit. Enfin, on fait, ouais, on est d'accord. On sait. Tu vas avoir un ordre du jour. Hein? C'est mieux. Ok? Et puis il y a des personnes qui disent, non, moi je veux plus qu'un ordre du jour. C'est sur tel thème, sur tel thème, sur tel thème, moi je veux avoir les informations. On me demande de prendre une décision sur l'embauche de quelqu'un. Ok? Hein? Ou de lancer telle nouvelle activité. Moi je veux avoir les informations avant. Je veux réfléchir avant et pas simplement me faire balader par ceux qui parlent le mieux au cours de la réunion. Donc, ça, c'est un besoin. Certaines personnes ont dit, moi, j'ai besoin d'avoir l'information avant. Ah oui, mais on fait comment, là? Et donc, cette recherche de besoins personnels, elle a été un élément de cohésion à l'intérieur du groupe conseil d'administration, bureau conseil d'administration. Ouais. Okay. Donc, pour répondre à ta question, en fait, on a travaillé sur quoi? On a travaillé sur le pouvoir. Et le fait d'avoir exprimé des besoins personnels, d'avoir quelquefois un peu frité entre nous sur certains trucs, ah non mais je suis d'accord avec ça, a fait que le groupe bénévolat n'a pas explosé. C'est-à-dire qu'il y a eu une remotivation parce que les personnes se sentaient plus investies. Parce que quand vous parlez de vos propres besoins, vous découvrez aussi un peu. Vous rendez public quelque chose qui peut être des faiblesses. Par exemple, il y a des personnes qui ont dit mais toi Arnaud, quand tu parles, je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, le fait qu'on se dise ça, on n'est plus comme avant. Alors, c'est pas vraiment la transformation, c'est pas la transformation numérique, c'est la transformation de l'association au travers de la transformation des personnes. Ouais. En fait, la transition numérique, elle peut être la flèche qui va te piquer et qui va dire bah, ok, on va réfléchir sur et on va se parler. Et du coup, là, de ce que tu dis, ça veut dire que vous n'avez pas uniquement réfléchi avec les dizaines de personnes qui sont au CA, Oui. mais avec aussi les 30, je crois que tu parlais de 30 bénévoles tout à l'heure. Alors, à l'époque, j'étais sorti du CA, puisque j'avais laissé ma place, et il y avait une autre présidente, etc. Et je me suis retrouvé à un moment donné invité avec d'autres personnes qui n'étaient pas du CA à réfléchir sur c'était quelque chose sur la quantification des activités. Il y avait des responsables d'activités qui n'étaient pas au CA, des bénévoles, responsables d'activités qui n'étaient pas au CA, sur comment on peut améliorer ce truc-là. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, faire du rendu compte au niveau des financeurs. Et un des besoins, c'était de diminuer le temps administratif, de gestion, de suivi, etc. Et ben, on s'est retrouvé avec, il y avait 2 ou 3 membres qui n'étaient pas le CA. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est que, en fait, on se rend compte que y a une possibilité d'augmenter
la visibilité des bénévoles sur l'ensemble des activités de l'asso. Quand une asso, elle a souvent plusieurs activités. Alors même un club sportif, il y a la compète, il y a des entraînements, il y a des sorties, il y a la formation des éducateurs, etc. Bon, ok. Il y a une tendance dans certaines associations à dire, ok, moi en tant que bénévole, je suis responsable de ce truc-là. Hein. Et puis, c'est mon précaré. Hein, alors, je vais être très grossier, me faites pas chier. Hein. Et puis toi, t'as ton domaine. Ben oui, mais c'est aussi intéressant de pouvoir, à un moment donné, faire du transverse. Et on s'est retrouvé à faire du transverse. Ok, donc au Théâtre Forum, mais tu fais comment toi pour communiquer les scénarios des scénettes? Ok, et toi, dans le groupe de parole avec les mamans, tu fais comment? Et donc, du coup, il y a de nouveau de la cohésion qui se crée ou pas. Ouais. Et très concrètement, ça a pris quelle forme numérique? Vous aviez vous échangez par mail, vous aviez un forum Alors, vous documentiez dans des documents en ligne. Oui, alors il y a un système qui a été mis en œuvre sur alors, d'abord WhatsApp. Il y a une ouverture de WhatsApp qui d'ailleurs pose un petit problème, c'est que est-ce qu'elle est totale l'ouverture? Est-ce que, par exemple, en dehors du conseil d'administration, on met toute personne? Mais ça aussi, c'est des discussions. Finalement, est-ce qu'on réduit ce niveau d'information aux gens qui sont officiellement au conseil d'administration et les responsables d'activité qui ne sont pas au conseil d'administration? Ok. Bon. Il y a eu toute une discussion qui, pour l'instant, n'est pas encore mise en œuvre sur le fait d'accélérer au travers de... C'est timesheet de Google. Spreadsheet? Non. De pouvoir saisir de l'information prévisionnelle sur les activités et en même temps de mesurer le temps des activités. Je ne savais pas qu'il y avait un service de Google qui faisait ça, mais peut-être, d'accord. En fait, de pouvoir dire j'ai travaillé tant de temps sur tel aspect. Ouais, vous prévoyez votre planning. Ouais. Donc, mardi matin, c'est telle activité. Mercredi après-midi, c'est animation hors les murs, etc. C'est 2h30, 3h. Et vous pouvez quantifier le temps de préparation, le temps de débriefing, etc. Donc, vous pouvez quantifier du temps. J'allais dire, c'était Trello qui faisait ça. C'est le petit chien, là. Bref, pardon, au logiciel, non, mais pour juste mettre... En fait, on a eu un problème, c'est qu'on a changé de salarié, et c'était l'ancienne salariée qui le faisait, et là, on a bugué. Parce que dans la transformation numérique, la question de la mise à jour des informations avec le turnover, on va dire, que ce soit au niveau des bénévoles ou des salariés, alors là, poum, on va dans le mur. Là, on n'a pas fait gaffe. Et donc, du coup, cette mise en œuvre qui facilitait, parce que on avait des éléments très, très rapides de saisie. Bon, c'était l'animatrice qui le faisait, c'était la médiatrice qui le faisait. Mais bon, ça, on l'a pas fait. On a on a eu des éléments, par exemple, sur qui rédige les comptes rendus. Alors vous me direz, c'est pas exactement la transformation numérique. Parce que de toute façon, à un moment donné, on va bien utiliser Word. Hein? On a décidé d'avoir un secrétariat tournant. Donc ça veut dire former
former tout le monde à la prise de notes, à Word, avec les modifications, on est d'accord ou pas d'accord sur les modifications, etc. Ok. Et la décision était de dire, c'est 2 personnes qui rédigent. C'est pas une personne, c'est 2 personnes. Donc ça, c'est plutôt l'interne. L'externe, assez rapidement, on s'est aperçu que c'était les réseaux qui étaient plus pertinents que la page web, que les pages web, qu'on avait du mal à mettre à jour, etc. Alors que le reste, tu balances des photos, tu as des réactions tout de suite, ça c'est vivant. Quand tu dis les réseaux, c'est en fait les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Et là-dessus, finalement, le site web, il est has-been. Il est has-been. On n'a pas la mise à jour qu'on a sur les réseaux. Et donc ça veut dire que les gens du quartier, finalement, vous trouvent plus sur ces réseaux que ce que pouvait être la situation avant via le papier. Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas quelle est l'influence du smartphone par rapport à l'ordinateur. On imagine que le smartphone est plus présent. Parce qu'on le voit, en fait, nous, la deuxième salariée, c'est une conseillère numérique. Donc là aussi, on va pouvoir parler, si ça vous intéresse. Et on s'aperçoit que pour une majorité, l'utilisation du numérique, c'est le smartphone, c'est pas l'ordinateur. Ça, Alors, ça évolue en général quand les enfants sont étudiants. Mais avant, il n'y a pas forcément d'ordinateur. On le sait parce que les gens, ils viennent chez nous quand ils ont besoin d'avoir des démarches, etc., où l'ordinateur est plus intéressant que le smartphone. Merci Arnaud de cette présentation. Et oui, est-ce que tu pourrais quand même revenir sur en fait, le choix que vous avez fait de demander un dispositif de conseiller ou conseillère numérique parce que peut-être du coup pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quand même quelque chose qui est tout récent, enfin c'est un poste qui est... Oui. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler rapidement et aussi en termes de choix que vous avez fait la décision de prendre un poste de conseiller numérique est directement liée à la notion transition numérique. Pour 2 raisons. La première, c'est que il nous a semblé cohérent que, vu les besoins des bénévoles, des gens du quartier, en fait, de notre public sur le numérique, eh ben, on répond à ce besoin. Et donc, on a eu l'opportunité de pouvoir ouvrir ce poste qui était quasiment financé à 100% par l'État. Bon, ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième... Peut-être juste pour préciser pour les personnes qui ne connaissent pas ce dispositif, du coup, les conseillers et conseillères numériques, effectivement, sont financés par l'ANCT, donc c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, enfin, ont été financés, maintenant c'est un peu dégressif, mais l'idée c'était d'arriver en soutien des médiateurs numériques sur les territoires, notamment face à l'augmentation des demandes et d'accompagnement numérique. Donc, bien sûr lié au Covid, mais lié à la numérisation. Tu parlais tout à l'heure de la parentalité, donc des services liés à Pronote, aux dématérialisations des services de l'État, etc. Donc, première raison, ça répond à des besoins internes et externes. Hein. Et deuxièmement, c'est un excellent exemple de la différenciation entre... ce qui est de l'ordre de l'apprentissage de contenu, de l'apprentissage. Par exemple, en numérique, on apprend à un moment donné à utiliser les fonctionnalités d'un logiciel. Okay, on est dans le contenu, on est dans l'info. Hein. Et puis nous, en tant qu'être humain, on a aussi des besoins de relations. Et donc,
une association d'éducation populaire dans un quartier, elle joue sur les deux tableaux. Parce qu'elle cherche à diffuser des connaissances, du savoir, de l'échange, etc. Mais en même temps, elle veut créer ou développer de la relation. Et le poste de conseiller numérique, là-dessus, et ça on pourra en faire une autre émission, hein, on est vraiment sur ces deux pôles, sur ces deux champs. Un autre bénéfice secondaire, je pense que la transition numérique a été indirectement la raison de la transformation de notre gouvernance en présidence collégiale. Deuxièmement, la raison où le moment où on a sauvé une grande partie du bénévolat, parce que justement on a commencé à se parler d'une façon plus pertinente et donc plus motivante en termes de relations. Ok ? Et je pense que cette période a permis aussi de travailler sur comment dire, le développement de la motivation et de la mise en action d'un individu. Juste 15 secondes. Quand on est dans la relation d'aide, soit on est un sauveur et on fait à la place de l'autre et on ne fait pas notre boulot. Soit on est un détecteur de quelque chose, un facilitateur, et l'autre se prend en charge, donc prend des décisions, donc met en action quelque chose. Et ce moment d'échange entre nous, entre bénévoles, et également avec les responsables d'activité et les participants, a fait qu'on a traité cette question, mais qu'est-ce qui fait que, en tant qu'individu personnel, à un moment donné, on passe à l'action, on agit, on n'est pas simplement à se dire ouais, on a des problèmes, c'est pas évident, etc. Et donc on a travaillé sur ce sujet aussi. Alors on démarre simplement. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte, et là on démarre un autre projet, que la transition numérique nous a permis, nous a autorisé, j'allais dire, à travailler beaucoup plus la vidéo. Alors ça, ce sera encore une autre émission. En tout cas, ça nous montre bien, d'une certaine manière, à quel point la qualité de l'accompagnement que vous avez eu a joué un rôle essentiel dans cette transformation numérique. Oui. Et ce qui me permet de me retourner vers Imad pour te demander justement si tu pourrais nous indiquer des acteurs, nous conseiller des acteurs, des dispositifs qui existent aujourd'hui, précisément pour accompagner ces assos de façon la plus qualitative, ou en tout cas pour suivre l'exemple que Arnaud décrivait. En fait, l'accompagnement numérique des structures associatives, on pourrait le regrouper en trois grandes familles. La première, c'est la pratique de l'automédication. La plupart du temps, les associations se retournent, soit peut être un administrateur ou un bénévole, mais vers des proches qui s'y connaissent particulièrement sur Internet. Qui s'y connaissent particulièrement sur les questions du numérique. Tiens, je veux avoir un outil de communication avec mes autres salariés. Est-ce que tu connais pas une solution qui pourrait être libre et en plus à la fois gratuite ? Bref, l'automédication. Ou alors la simple recherche sur le moteur de recherche le plus classique, avec les biais que ça peut comporter aussi de l'autre côté. Il y a un deuxième axe qui est les acteurs classiques de l'accompagnement associatif. Là-dessus, les têtes de réseau associatives par secteur font un travail parce qu'elles doivent, parce qu'elles recensent aussi les initiatives un peu innovantes sur un territoire ou un autre sur la question numérique. Et du coup, qui les recense, en fait des fiches ressources et les repartage après aux membres de leur réseau. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement classiques, comme peut l'être Guidasso, qui du coup permet de réorienter les structures associatives sur les questions d'accompagnement spécifique, mais aussi peut-être à terme avec une question sur l'entrée numérique. Et il y a les acteurs, on va dire, de la médiation numérique. Et c'est intéressant le témoignage qu'Arnaud fait là, parce qu'on parle de transition numérique d'une structure associative et à la fois on est sur un poste de médiateur numérique, une personne qui fait du conseil numérique, mais qui en gros s'adresse aux bénéficiaires, au public. Et on se rend bien compte qu'en France, actuellement, on est peut-être
et je voulais un peu conclure là-dessus, mais se dire qu'il y a quand même un petit hiatus, c'est qu'on accompagne la transition numérique des usagers, mais par contre, sur les structures collectives comme peuvent peut-être l'association, on n'est pas encore au max des capacités d'accompagnement et on fait un peu sur la bonne volonté des bénévoles qui ont réussi à se former sur le tas ou en demandant à des gens. Et peut-être pas assez sur les accompagnements, on va dire, collectifs des structures de l'économie sociale et solidaire et en particulier des associations. Donc ça, voilà, c'est l'accompagnement classique des associations fait partie des acteurs vers lesquels on peut se tourner pour les accompagnements au numérique. Et après, on va dire, il y a des accompagnements plus spécifiques au numérique, à la tech notamment. On peut se tourner vers le privé, il y a différentes solutions, pour ne pas les nommer, Hello Asso, Asso Connect, Fantastic Bazar, qui justement dont le cœur de métier, c'est même la cible, ce sont les associations, en proposant des solutions qui soient ergonomiques à différents égards. Il y a également des structures associatives qui se sont liées pour faire des cartographies comme le point d'appui au numérique associatif qui s'appelle PANA, qui est une initiative qui est portée par à la fois des structures qui se sont identifiées en disant nous on est en capacité d'accompagner des acteurs associatifs sur les questions de leur transition numérique, et une cartographie qui est faite et qui leur permet d'être sollicités. Et après il y a d'autres dispositifs qui sont peut-être plus locaux comme le dispositif Numérisasso, qui est un dispositif qui se passe dans les Hauts-de-France, qui est en parallèle de Guidasso. Il y a des initiatives plus locales, comme on parlait d'Emancipasso tout à l'heure, mais effectivement, ce sont des accompagnements qui sont vraiment à la destination des associations sur les questions du numérique, avec cette entrée de questions, est-ce qu'on va sur de l'éthique, est-ce qu'on va sur des solutions qui sont faciles d'accès, mais avec le souci de l'adapter au projet de chaque asso. Et également, il peut y avoir d'autres structures comme le dispositif local d'accompagnement, sur lesquels les associations employeurs peuvent se tourner vers le dispositif local d'accompagnement sur des questions qui sont liées au numérique. D'ailleurs, le mouvement associatif et Solidatech coporte le centre de ressources DLA numérique, qui vient en soutien du coup des accompagnateurs de ces structures qui demandent un DLA. Et j'en profite pour le mentionner, puisque tu parlais des logiciels qui permettent de gérer la vie associative. Donc, le pot de questions d'asso est mené en partenariat avec la Maïf, qui nous aide énormément sur ce projet et dans l'offre de services que développe la Maïf à destination des associations. En plus donc de notre podcast, la Maïf a mis en ligne un service qui s'appelle Mon Asso Facile et qui est aussi un logiciel qui permet de favoriser la gestion associative de vos associations, et donc on le mentionne en même temps que l'ensemble de ces services. Merci Karl pour cette petite précision, et surtout merci Imad pour ce panorama. Et je trouve que c'est assez intéressant ce que tu viens de dire, notamment par rapport à ce que tu disais Arnaud au tout début sur par exemple le choix que vous avez fait de WhatsApp, parce qu'en fait par facilité en interne vous aviez déjà des gens qui savaient utiliser l'outil, et donc ça va sur ce que tu dis Imad, ce côté de automédication. Et effectivement moi je sais qu'on marche vraiment comme ça au Mouton Numérique, et d'ailleurs quand quelqu'un a installé quelque chose et qui s'en va, on l'appelle toujours 6 mois après voire 1 an après, parce qu'on retrouve plus les mots de passe et qu'on sait plus comment ça fonctionne. Donc bref, ça c'est un vrai sujet, ce manque d'accompagnement un peu plus général comme tu l'as mentionné. Et aussi peut-être juste pour conclure, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu as présenté Arnaud, c'est vraiment de montrer comment en fait le numérique peut être l'occasion, en parlant de la circulation de l'information, du coup de parler des structures de pouvoir. Et ça en fait tu l'as très bien démontré, à la fois du coup en interne et en externe, avec c'est un peu à qui tu ouvres l'info, à qui tu l'ouvres pas, comment tu la rends facile d'accès, comment tu la rends intelligible par tous, comment tu crées pas, ou en tout cas tu organises la discussion pour que tout le monde soit à l'aise et qu'il n'y ait pas des sortes de poids symboliques aussi qui peuvent s'organiser comme tu le disais. Et ça c'est chouette parce que ça se fait pas souvent dans les assos, donc c'était hyper intéressant. Merci Arnaud, merci Imad de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, notamment dans le cadre évidemment de cette transformation numérique, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello@question-asso.com que vous trouverez dans la description de cet épisode.
Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast, et également Peertube. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode, et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation, et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut. Questions d'Assaut, Le podcast par et pour les assos.